Bitcoin est à 95 600 $, la pression baissière est à son comble, le sentiment baissier sur les marchés est à son comble et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Selon moi, c'est un bon niveau d'achat. J'ai commencé à racheter, j'ai commencé à me repositionner à l'achat. Alors effectivement, hein, il y a eu une belle pression baissière. Je vais vous expliquer quel est mon point de vue sur cette pression baissière et ce gros mouvement baissier qu'on a pu avoir du 107 000 jusqu'à 93 000 $, un niveau qu'on a atteint du coup sur la journée d'hier. Selon moi, il y a des très bons signaux, je vais vous les expliquer. Je vais vous expliquer aussi les signaux qui, selon moi, sont un peu moins bons, qui sont un peu plus mitigés. Je vous rappelle que moi, mon point de vue, c'est que dans l'investissement, il faut avoir des thèses, les expliquer, défendre les scénarios qu'on a et se positionner en fonction. C'est-à-dire dire le prix pourrait faire ci, le prix pourrait faire ça. Bah, c'est très bien d'un point de vue analyste quand on veut pas se mouiller, mais le problème, c'est que c'est pas avec ça qu'on prend des décisions et qu'on décide d'acheter. Actuellement, on est dans une grosse zone, ici la zone entre le niveau des 92 300 et les 95 900 $, qui sont la grosse zone qu'on avait créée à ce moment-là, qui était une grosse zone d'achat, d'accord? Si je vous montre ici sur Glassnode, on va aller regarder, hop, les charts sur le Cost Basis Distribution. Donc le Cost Basis Distribution, il nous permet d'identifier les gros niveaux d'échange entre généralement ce qu'on appelle main forte, main faible, c'est-à-dire les portefeuilles qui sont là pour longtemps et la smart money de ceux qui sont là pour pas très longtemps et qui ont l'habitude de se faire avoir. Ici, vous voyez qu'on avait eu des grosses zones d'achat, des grosses lignes rouges qui correspondent à un moment, donc entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, à un moment où des grosses baleines s'étaient lourdement positionnées. On le voit également sur un autre indicateur qui est ici, la taille des ordres spot qui sont réalisés sur Bitcoin. Donc là, on a les big whale orders qui sont affichés juste là. Bah, vous voyez cette zone-là dont je parle entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Ici, on a eu beaucoup de zones d'achat. Et vous voyez actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a des gros ordres qui sont positionnés. Alors, ça peut être des ordres acheteurs comme des ordres vendeurs, je vous l'accorde. C'est pour ça que cet indicateur, comme n'importe quel indicateur, ne peut pas à lui seul déterminer votre stratégie, d'accord? Mais c'est du coup quelque chose à noter. C'est-à-dire que là, on a des baleines, des grosses baleines, d'accord? Des portefeuilles, on va le voir, mais qui possèdent plus de 1000 bitcoins, et en l'occurrence même un bon paquet de portefeuilles qui possèdent plus de 10 000 bitcoins, qui sont en train de se réveiller, d'accord? Et donc on va regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils se réveillent pour vendre? Est-ce qu'ils se réveillent pour acheter? En tous les cas, ici, on arrive dans des zones intéressantes, d'accord? Des zones intéressantes parce qu'on est sur des gros niveaux de support. Et vous savez, comme à chaque fois, tout le monde le dit, on achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Mais le problème, c'est que là, quand on voit le Fear and Greed Index sur les réseaux, on est actuellement à 14%. Hier, on était à 10%, d'accord? C'est un niveau exceptionnellement bas, d'accord? On va revenir là-dessus, mais c'est un niveau exceptionnellement bas. Et ben, vous voyez que ici, du coup, la majorité des gens, même si on est bas, même si on est sur support, et que tout le monde dit il faut acheter sur support et vendre sous résistance, bah là, le sentiment il est tellement bearish que plus personne ne veut se positionner à l'achat. Au niveau du Fear and Greed Index, je vous en parlais, hein, le Fear and Greed qui était ici à 10%, ici si on est en daily, donc voilà, on était à 10%. Si je vous montre un petit peu quand est-ce que c'était arrivé par le passé, c'est arrivé juste ici, sur la cassure ici, les 3 bougies haussières, les 3 jours baissières, pardon, qu'on a eu, dans lequel on est passé du coup des 96 000 à 82 000 $, hein, ok, on est venu faire moins 18% en l'espace de 3 jours, on est venu chercher ici les fameux 10%, d'accord, juste ici, et alors je vais vous l'afficher juste là, ce sera plus clair, donc juste ici les 10%, bon, bah évidemment, c'est des choses qui sont très très rares. Si je remonte un petit peu par le passé, sur la grosse phase de range qu'on avait eue entre le mois de février et le mois d'octobre 2024, on n'était pas venu récupérer les 10%, d'accord? Ici, hop, on était venu récupérer les 17, d'accord? Mais les 10, on n'était jamais venu les récupérer, malgré cette grosse capitulation qui nous avait emmené jusqu'aux 50 000 $, hein, 54 000 sur Binance de mémoire, là je suis sur Bitstamp. Ici, si on regarde pendant toute cette phase-là, on n'était pas venu récupérer les 10. Sur la faillite de FTX, qui est quand même un événement majeur, vous arrêtez pas d'en entendre parler. Même ceux qui l'ont pas vécu, je suis sûr qu'ils ont le sentiment de l'avoir vécu tellement on en parle. Cette faillite de FTX n'était pas venue générer un mouvement de peur aussi important que celui qu'on a maintenant. On était venu récupérer les 20, d'accord? Il faut revenir à la faillite au DPEG du TUSD, d'accord? Le stablecoin de Terra Luna.
Un autre événement majeur dont vous avez certainement entendu parler même si vous n'étiez pas là, et ceux qui y étaient, vous savez l'état de peur global dans lequel le marché était à ce moment-là, hein, et ben vous voyez qu'à ce moment, on était venu récupérer les 6 sur le crypto Fear and Greed. D'accord? Mais c'est des mouvements qui sont très 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 rares. D'accord? Là, vous voyez que en l'espace de 3 ans, un peu plus même, 3-4 ans, on est venu récupérer seulement à 2 occurrences cette peur extrême sur les marchés. C'est arrivé ici au mois de février, c'est arrivé ici sur la faillite sur le crack lié à Terra Luna. Bref, en tous les cas, on est sur des niveaux d'excès, sur des niveaux de survente majeurs, d'accord? Donc évidemment qu'on peut aller plus bas, et c'est même le principe de l'investissement, c'est de savoir qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario haussier où on va chercher des rebonds, et probablement un short squeeze, ce que je vais vous expliquer. Je pense que nous allons aller chercher un short squeeze à minima les 100 000 dollars à court terme, et je pense qu'on va aller chercher probablement un peu plus haut. Donc on va regarder ça ensemble, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a également des ombres au tableau et pourquoi on pourrait aller chercher plus bas. Et dans ce cas-là, vous savez que l'investissement, c'est du coup prévoir les différents scénarios et en fonction y allouer des pondérations. Et si vous pensez que le scénario haussier a 50% de chances de se réaliser et que le scénario baissier a 50% de chances de se réaliser, vous allez ajuster votre portefeuille. Vous n'allez pas rester investi à 100% en vous disant si je suis dans le bon sens, là je gagne beaucoup, si je suis dans le mauvais sens, je perds beaucoup. Non, vous allez ajuster votre exposition au marché, et à ce moment-là, du coup, vous allez probablement vendre une partie de votre portefeuille si vous estimez que vous pensez que le marché est baissier. Effectivement, quand je me suis repositionné à l'achat, d'accord, je vous partageais ça, on était à peu près ici, au niveau des 102 000 dollars, lors de ma précédente vidéo. Je vous disais qu'on pouvait aller chercher plus bas. Oui, on peut aller chercher plus bas, mais je pensais actuellement qu'on était sur des bonnes zones d'achat. Et je le pense toujours. Et si vous regardez des choses sur des altcoins, parce que nous sommes positionnés dans le cercle d'investissement sur les altcoins, je vous le dis, mais évidemment, je parle du Bitcoin parce que c'est l'indicateur de santé générale du marché. Mais ce qu'on fait dans notre cercle d'investissement, c'est d'aller chercher les altcoins qui ont les meilleurs potentiels. Et si je vous montre par exemple une crypto qu'on a en portefeuille et qu'on garde depuis quelques temps maintenant, qu'on a rechargé un peu plus bas, si je vous montre ici sur Gate.io, vous voyez Morpho par exemple sur les dernières chutes, elle reste à 2 dollars. D'accord? Donc ici, moi j'ai acheté, on était, je sais plus, jeudi je crois, quelque chose comme ça, on était vers là, aux alentours des 2 dollars. Nous sommes actuellement sur les 2 dollars sur Morpho, qui est une crypto très solide. Bon, vous voyez, on avait partagé une zone d'achat intéressante, on était au niveau des 1,61 dollars. On a pu racheter ici au niveau des 1,61 dollars. Donc on est actuellement en gain sur cette crypto. Bon, j'interromps juste rapidement la vidéo pour vous parler de notre partenaire BitGet. Donc BitGet, c'est un exchange crypto, la majorité d'entre vous le connaissent déjà, il fait partie du top 5 des exchanges du monde, mais il a un gros atout par rapport aux autres du top 5 mondial dans les exchanges, c'est que, ok, il a la partie sécurité, la partie réserve de fonds, etc. Ils jouent pas avec l'argent de leurs clients, ils sont assurés, c'est-à-dire que s'il y a jamais, dans le futur, il y a un hack, ce qui est pour le moment jamais arrivé, mais si jamais il y en avait un, il serait assuré pour du coup pouvoir rembourser les clients. Donc ça, c'est l'avantage des gros exchanges, c'est que du coup, ils ont cet aspect sécurité, etc., cyber, enfin voilà. Mais la particularité de BitGet, c'est qu'il a des frais bas. Et vous savez, si vous faites de la gestion active, donc que vous faites pas uniquement du buy and hold, les frais, c'est ce qui peut bouffer votre performance, c'est ce qui va faire que à chaque fois que vous entrez, que vous sortez, vous perdez une partie non négligeable de votre capital, et ce qui va même bloquer certains à vouloir acheter et vendre, parce que vous vous dites, oui, mais je vais perdre encore 0,8, je vais perdre encore 1% de mon portefeuille, et si vous achetez toutes les semaines, et que vous revendez toutes les semaines suivantes, en fait, vous allez complètement détruire toute votre performance. Donc, avoir un exchange avec des frais bas, c'est hyper important pour moi, et c'est hyper important, mais c'est encore plus important d'avoir un exchange qui est sécurisé, d'accord? Parce que je veux pas avoir des frais bas pour un exchange qui est obscur et dans lequel il n'y a aucune transparence.
Donc BitGet pour moi c'est le meilleur compromis entre les deux. Ceux qui veulent le rejoindre, vous avez un lien affilié dans la description. Donc c'est-à-dire que c'est un partenariat rémunéré, je touche de l'argent pour dire ça. Mais si je dis ça, hein, c'est uniquement parce que je fais confiance à BitGet. J'ai été contacté par beaucoup d'autres, que ce soit des cryptos ou des exchanges d'ailleurs. Mais je vous ai mis absolument rien en avant depuis tout ce temps parce que j'avais absolument pas confiance ou alors je n'utilisais pas les produits en question. Et là en l'occurrence, je vous parle de ça parce que je fais confiance à BitGet, j'utilise les produits. À titre personnel, je suis également sur BitGet. Donc voilà, évidemment, il n'y a aucune obligation à cliquer sur le lien, mais pour ceux qui le souhaitent, qui cherchent un exchange un petit peu qui allie ça, n'hésitez pas à le rejoindre et on continue tout de suite avec le reste de la vidéo. Alors évidemment, il y a d'autres cryptos qui se comportent moins bien, hein. Si je pense à Solana, par exemple, qui est aussi une crypto qu'on va suivre. Évidemment, ici, je parlais, voilà, c'était jeudi, on était à peu près ici au niveau des 150 $. Bon, effectivement, actuellement, on est en perte de 7%. 7% sur la position. Bon, sur une crypto qui est de retour sur ses niveaux de support long terme, d'accord, j'estime que c'est une bonne zone d'achat pour le moyen long terme. Je vous rappelle que je suis investisseur moyen long terme. Donc moi je joue pas le buy and hold, juste j'achète ici et je revendrai quand on sera à 1000 $. Je compte revendre sur les montées, racheter plus bas, revendre sur les montées, racheter plus bas. Et effectivement actuellement on est sur un niveau de support intéressant, donc je rachète. C'est aussi simple que ça, d'accord? Ça veut pas dire que je rachète à 100% de mon portefeuille. Quand je dis j'achète, je dis pas j'achète 100% de mon portefeuille. Évidemment non, je suis actuellement pas du tout positionné à 100% de mon portefeuille. Je garde de la liquidité parce que si on repart baissier, il faut pouvoir recharger plus bas. Mais pour le moment, évidemment, j'ai plutôt une stratégie acheteuse, tout simplement parce que nous sommes dans un excès baissier. Le Fear and Greed Index est à 14%. Les baleines ici sont en phase d'accumulation. Ici, c'est un autre indicateur donc, qui un petit peu vient apporter un peu plus de visibilité que cet indicateur-là. Ici, on avait des gros ordres. Ici, on sait qu'on a des gros ordres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme gros ordres? Là, les gros ordres qu'on a, c'est plutôt des ordres acheteurs. Donc en fait, cet indicateur, il va vous montrer ici par des couleurs chaudes lorsque les portefeuilles des baleines possèdent plus de Bitcoin que ce qu'ils n'en possédaient il y a 7 jours. D'accord? C'est ça, balance now versus balance 7 days ago. Donc ici, vous avez à ce moment-là les portefeuilles qui sont en train de racheter. D'accord? C'est quelque chose qu'on a comme comportement assez similaire à ce qu'on a pu avoir ici, pendant le moment où on a eu la panique liée aux droits de douane de Trump, d'accord, on a eu une grosse phase d'accumulation, une jambe baissière un peu plus profonde, avec ici des couleurs un peu moins rouge-orangé, mais tout de même une zone d'accumulation, un petit peu comme on peut avoir actuellement. C'est quelque chose qui est comparable également à ce qu'on avait pu avoir sur l'été 2024. Bon, vous voyez, ici, c'est plutôt bon signe. C'est des phases qu'on souhaite avoir pendant les phases de bull run, où ici, on a des zones de rechargement de la part des baleines, où les baleines se repositionnent. Les baleines estiment que les prix actuels sont des bonnes zones pour recharger. C'est ce qu'on a eu ici, c'est ce qu'on a eu ici, c'est ce qu'on a eu ici, c'est ce qu'on a eu également ici. Également ici d'ailleurs en mars 2023. Bref, c'est plutôt très bon signe. Ici également, sur la prise de profit de baleine, je vous rappelais que ici on avait eu une forte augmentation. C'est ce qui avait fait qu'on s'était très fortement dérisqué dans le cercle d'investissement. On était carrément passé à 0% exposé. Donc on avait commencé à vendre à peu près ici. On avait du coup, pareil que pour l'exposition, on avait commencé à vendre. Donc c'est-à-dire que quand je disais on vend, évidemment au début on vend que 20%, puis ensuite on vend 50%, puis ensuite 80%, et ensuite tout début novembre, on est passé à 0% exposé en crypto, parce que le scénario d'un crack était vraiment très très important. C'est d'ailleurs la vidéo que j'ai publiée à quelques heures d'un crack, parce que effectivement à ce moment-là on avait beaucoup de signaux qui nous indiquaient qu'on avait un potentiel retournement, et ça faisait partie des indicateurs que je surveillais. Ici on a eu une forte augmentation. Vous voyez qu'à chaque moment où on a atteint des niveaux comme ça, aux alentours des 1,3 sur cet indicateur, c'était des niveaux de top locaux, d'accord, ici. Donc là, évidemment, de voir cet indicateur dégonfler pour revenir chercher des niveaux un petit peu qu'on a pu atteindre lors des précédents bottom locaux, ici,
Ici également, bon bah, ça me rassure sur l'idée que à ce moment-là, on est certainement dans une zone de survente et qu'il y a un moment où on devrait retrouver une pression acheteuse. Idem ici, au niveau des baleines, on est capable de regarder en fonction des cohortes. Donc les cohortes, c'est les groupes de portefeuilles, les portefeuilles qui pèsent plus de 10 000 bitcoins que vous voyez ici, ceux qui pèsent entre 1000 et 10 000 bitcoins et ceux qui pèsent entre 100 et 1000 bitcoins. Alors les autres, vous voyez que je les affiche pas parce qu'en fait, ils ont un impact très très faible sur le marché puisqu'en fait, c'est des tout petits poissons, donc c'est pas eux qui font le marché, eux ils ne servent qu'à suivre le marché. Vous voyez qu'ici on a une pression acheteuse de la part des portefeuilles de plus de 10 000 bitcoins. Les portefeuilles entre 1000 et 10 000 bitcoins commencent à racheter, hein. Vous voyez que là ils ont commencé à se repositionner petit à petit. Et les portefeuilles qui pèsent entre 100 et 1000 bitcoins, qui eux sont traditionnellement toujours mal orientés, hein. Je vous rappelle, mais ici ces portefeuilles-là, c'est ceux qui sont les plus mauvais en termes d'investissement. Vous voyez qu'ici, ils ont acheté fortement le top. Ici, ils ont acheté le top. Ici, c'était le cas. Ici, c'était le cas. Sur le cycle de 2021, ils ont acheté le top de mars-avril. Et ici, ils ont acheté le top d'octobre-novembre. Donc c'est exactement l'inverse qu'on veut, et actuellement ils ont acheté le top et ils commencent à réduire leur exposition. Et généralement quand ils passent dans le négatif, c'est le moment où on a notre réel bottom. Alors on pourrait aller chercher plus bas, je vous l'accorde, et c'est effectivement ce qui justifie le fait que je ne suis pas positionné à 100%, j'ai pas racheté à 100%, mais de voir ici une pression acheteuse importante de la part des autres portefeuilles, et ça se voit également sur Glassnode, hein, je vous en avais parlé, mais ici les portefeuilles de plus de 10 000 bitcoins, ils ont fortement commencer à recharger. Ici, les portefeuilles de plus de 1000 bitcoins également ici. Vous voyez que généralement, c'est des phases de bottom, hein. Quand on repasse dans le positif, c'était arrivé ici, c'était arrivé ici, c'était arrivé ici, cette grosse phase de bottom, à ce moment-là, avec une grosse zone d'achat. Ici également, hein, on avait eu pas mal d'incartades dans le positif, et justement, on a eu tout ça. Bon, vous voyez que c'est plutôt bon signe. Et à l'inverse, ici, les portefeuilles dont on parlait, entre 100 et 1000 bitcoins, eux, ils sont dans le négatif fortement. Et quand ils sont dans le négatif, vous voyez que c'est généralement le bottom. Ici, ils ont vendu le bottom à ce moment-là. Ils l'ont vendu. Ici, ils l'ont vendu. Ici également, ils ont vendu le bottom. Ici également. Enfin bref, ils sont systématiquement mal positionnés. Donc ici, on a plutôt un comportement qui est similaire à ce qu'on avait pu avoir par le passé et qui est plutôt positif. Alors au niveau de la macroéconomie, il faut quand même se rappeler que cette semaine, on a beaucoup de news qui arrivent. D'accord ? On a des données sur... D'ailleurs, les profits de Nvidia, hein, les chiffres trimestriels de Nvidia, on va enfin avoir des news sur les données de l'emploi, sur les données des ventes de logements existants, sur les PMI, etc. Tout ça, tous ces indicateurs-là, donc que vous pouvez retrouver ici sur Investing dans la partie calendrier économique, vous voyez que ici, tous ces indicateurs-là qu'on va avoir cette semaine, ils vont déterminer ici le niveau d'inflation. D'accord ? Et ce niveau, ils vont pas déterminer le niveau d'inflation. Le niveau d'inflation qui est là et les indicateurs qu'on va avoir à portée de main vont nous donner ici une indication sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine, c'est elle qui va décider d'une potentielle baisse de taux pour la prochaine réunion du 10 décembre. Actuellement, la probabilité d'une baisse de taux est de 43%. Ça veut dire que le scénario qui est joué par le marché actuellement, c'est surtout celui d'avoir une baisse de taux sur la fin du mois de janvier, mais de ne pas avoir de baisse de taux sur le mois de décembre. Et ça, en fait, c'est très lié au fait qu'on n'a pas de données, hein, c'était lié au shutdown aux États-Unis. On n'a pas de données sur l'emploi, on n'a pas de données sur les ventes de logements, sur la force de l'économie, sur la croissance, etc. Enfin bref, la Fed navigue à l'aveugle, et ça, le marché aime pas, parce que du coup, il n'est pas capable de déterminer un scénario, et c'est d'ailleurs ce que vous voyez ici, on est à peu près à 50-50. Ça veut dire qu'ils ne savent pas dire si on va avoir une hausse ou une baisse. D'accord ? Beaucoup de personnes voient cet indicateur comme disant « je pense qu'il va y avoir... les marchés pensent qu'il ne va pas y avoir de baisse ». Non, les marchés ne savent pas. D'accord ? Et quand ils ne savent pas, ils se dérisquent. Comme nous, quand on a un portefeuille investi en crypto et qu'on ne sait pas s'il va monter ou s'il va descendre, ce qu'on fait, c'est qu'on reste investi, d'accord, pour jouer le scénario où ça va monter, mais on n'est pas investi à 100%. Et potentiellement, on va du coup être investi à 50-50.
ou être investi et acheter des options put, par exemple. Vous voyez, ça peut être, vous pouvez ajuster votre gestion de risque de plusieurs manières différentes. Moi, je pense que la plus simple pour les investisseurs particuliers, etc., c'est de gérer juste uniquement cette jauge d'exposition. Il faut voir une jauge à 100% crypto, ça veut dire que vous pensez que vraiment on est à l'aube d'un bull run énorme, et quand vous êtes à zéro, c'est parce que vous pensez qu'on est à l'aube d'un bear market énorme. Mais à ce moment-là, si vous êtes à 50-50, vous pouvez du coup adapter votre position. Et actuellement, quand on est dans une zone de survente aussi importante, évidemment qu'il faut ajuster pour se dire, bon voilà, moi je commence à racheter parce que j'estime qu'il y a des altcoins qui sont très bien positionnés. Je vais vous montrer ici, mais on est dans une zone de capitulation énorme de la part des altcoins. Là, c'est Glassnode qui nous partage ça. Chaque ligne ici, c'est un altcoin. Okay, donc on a le top 500. Et on est capable de voir si on a la supply qui est détenue en perte ou détenue en gain. Ici, c'est quand on est dans le vert, c'est qu'on a des cryptos qui sont majoritairement détenus en gain. Et ici, quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est quasiment à toutes les cryptos qui sont détenues en perte. Vous voyez qu'actuellement, on est dans des zones rouges énormes, d'accord. Et quand on regarde un petit peu le nombre, d'accord, d'altcoins qui sont plutôt détenus en perte versus le nombre d'altcoins qui sont plutôt détenus en gain, ici, on a cette courbe bleue qui se trace, d'accord, où on voit ici l'altcoin capitulation zone, d'accord, donc la zone de capitulation des altcoins en français, qui nous indique que on est dans des zones vraiment de retournement majeur. Ici, on est dans des zones tellement fortes d'excès baissier que on retrouve des niveaux qui sont comparables à ceux qu'on a pu avoir, certes, lors du mois d'avril, au moment des tarifs douaniers de Trump, mais également plus bas que ce qu'on a pu avoir pendant la phase un petit peu avril-mai 2024, également le même niveau que ce qu'on a pu avoir justement autour de la faillite de la Silicon Valley Bank, etc., donc dans la fin d'année 2023, mais également ce qu'on a pu avoir ici lors de notre bottom de cycle. Vous voyez que ici, on était dans le rouge dans majorité des altcoins, et c'est similaire à ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que les niveaux qu'on a sont similaires sur les altcoins en termes de sentiment de marché et même de métriques sur les marchés, de métriques sur la valeur des pertes, etc. On est similaire à ce qu'on a pu avoir ici. Et c'est généralement des zones de bottom moyen-long terme. Donc évidemment, quand je dis que je commence à racheter, c'est pas uniquement parce que je pense que Bitcoin va nous faire un rebond, va nous faire un ATH pour revenir à 200 000 $. Je pense que les altcoins sont actuellement dans des zones très intéressante pour se repositionner sur du moyen-long terme. Certes, on peut rebaisser, mais si on choisit bien ces altcoins, on devrait limiter la baisse. Et ça, j'en veux pour preuve ici que, regardez par exemple le total, le crypto total, la courbe du total. Si on regarde juste sur le court terme, vous voyez que ici c'était notre creux du 3-4 novembre, d'accord. Actuellement, on est venu chercher en dessous. Donc c'est-à-dire qu'on a cassé notre niveau de support sur la capitalisation totale du Bitcoin et de toutes les altcoins. Si on regarde par contre le total 3, donc là on vient retirer Ethereum et on vient retirer Bitcoin, eh bien, le support est maintenu. D'accord. Ça veut dire que les altcoins sont actuellement plus fortes que Bitcoin. Ça se voit également dans la Bitcoin dominance, avec ici un biseau, un rising wedge, d'accord, un drapeau ascendant qu'on voit ici formé par ce triangle. Vous voyez qu'il a été cassé à la baisse, c'est-à-dire que malgré ici la chute du Bitcoin depuis le 4 novembre, cette dominance vient baisser. Et le Bitcoin, les altcoins, eux, sont en train d'augmenter. Et pareil sur l'Others Dominance, qui est un peu la deuxième phase de la même pièce, qui nous montre que ici, on a justement une augmentation de la dominance des altcoins. Donc c'est très bon signe sur le moyen long terme. Donc le gros travail maintenant, c'est de savoir quel altcoin. Donc nous, sur Glassnode, on a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de nous positionner au mieux sur certains, de les choisir au mieux, etc. Donc ça, c'est notre travail. Alors déjà, avec des indicateurs gratuits, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais en payant des indicateurs qui vous montrent vraiment les données à l'intérieur des chaînes, vous êtes capable de regarder si, notamment par exemple, le top 1% des portefeuilles est plutôt en train d'acheter ou plutôt en train de vendre. Vous êtes capable de voir les principales zones d'achat, etc. Donc bref, ici, on est plutôt sur une zone intéressante pour se repositionner sur le moyen long terme. Si vous êtes trader,
Libre à vous de faire exactement ce que vous voulez. Je ne suis pas trader, je ne peux pas vous donner de conseils sur du trading, sur une échelle de temps à 2 ou 3 jours, ou même à 2 ou 3 heures. Je ne peux pas vous dire. Par contre, ici, vous voyez qu'on a plutôt des très très bons indicateurs. Alors, il faut mitiger un peu le propos, parce que justement, ici, je vous montrais, vous voyez, par exemple, l'exchange net position change, donc c'est-à-dire les bitcoins qui arrivent sur les exchanges. Encore une fois, quand ils arrivent sur les exchanges, comme on a pu avoir ici, donc cette courbe qui monte, vous voyez, ça veut dire qu'on a des bitcoins qui sont déposés sur Binance, qui sont déposés sur Bybit, sur les autres, sur BitGet par exemple, sur d'autres exchanges. Et donc à ce moment-là, on a du coup des bitcoins qui sont là pour être vendus. D'accord? Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce que si ici on a une courbe qui continue d'augmenter fortement, ça veut dire qu'on va avoir une pression vendeuse importante, d'accord? Idem, ici, si on regarde un petit peu sur les put and call ratio, donc là, on est sur des options binaires, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter des puts ou d'acheter des calls qui vous permettent de vous dire, est-ce que je pense que le marché va baisser ou monter? Traditionnellement, quand vous achetez des puts, ça veut dire que vous anticipez une baisse, d'accord? Vous anticipez une baisse et donc vous vous dites, je veux acheter des options put pour couvrir un petit peu mon risque. Et là, vous voyez que c'était arrivé ici. Donc évidemment, ici, à ce moment-là, on avait des portefeuilles qui anticipaient une baisse. C'est ce qu'on a eu. Et ici, on a une petite remontée. Alors, c'est pas comparable au spike qu'on avait pu avoir par le passé, mais c'est quand même notable. Donc, il faut quand même garder ça en tête. C'est toujours des choses qui sont des pressions baissières. Idem ici, sur les long-term holders, on a toujours une pression baissière de la part des long-term holders. Bon, pour rappel, hein, les holders de long terme, c'est des portefeuilles qui possèdent des bitcoins depuis plus de 6 mois. On est en novembre, donc c'est tous ceux qui en possèdent avant le mois de mai. Donc ça veut dire que ceux qui ont acheté, notamment par exemple pendant l'investiture de Donald Trump l'année dernière, sont considérés comme des investisseurs de long terme. Et si actuellement ils sont fatigués et qu'ils vendent, eh ben vous voyez qu'ils sont, ils sont comptabilisés dedans. Alors, c'est pas pour dénigrer cet indicateur, parce que évidemment, il a son importance. Si on a une pression baissière, quelle que soit la pression, eh ben, ça va faire descendre le prix. Toujours la même information, le ratio risk-reward, du coup, l'offre et la demande, d'accord? Quand on a beaucoup de personnes qui achètent, le prix a tendance à monter, si on a une pression vendeuse qui est limitée, et inversement. Donc voilà, ici, on a toujours cette pression baissière, cette pression vendeuse, donc toujours une ombre au tableau, à regarder, à surveiller, évidemment. On a beaucoup de liquidités à venir récupérer au-dessus du prix. Hein. Si ici on zoome un petit peu, mais vous voyez que ici on est en train de récupérer les liquidations qui sont les liquidations des shorters. Ici on a eu beaucoup de personnes qui sont venues shorter le marché de manière opportuniste. Hein. Si je vous affiche ici les principaux niveaux de liquidité, hop, je vais vous l'afficher ici en 2 heures. Toutes les lignes vertes, c'est des niveaux évidents de stop loss pour les shorters. Et vous voyez qu'ici, on a surtout énormément au-dessus du prix, donc des niveaux de liquidité majeurs. Donc je pense qu'on viendra récupérer à très court terme les liquidités qui se trouvent ici jusqu'au 97 300. Mais je pense qu'on devrait vraisemblablement retrouver des niveaux ici, comme celui-ci, d'accord, ou celui-ci. Donc très vraisemblablement aux alentours des 104, 105 000 $. Je pense qu'on devrait pouvoir récupérer ces niveaux de liquidité ici. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'il faudra déterminer si nous sommes dans un rebond dans une tendance baissière ou si nous sommes dans une reprise haussière. D'accord? À ce moment-là, on a tellement d'excès haussiers que, évidemment, je surveille ce qui se passe, mais la probabilité la plus forte reste celle d'un rebond, et notamment sur les altcoins. Ok? Donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez des questions également sur notre cercle d'investissement, on a fait une vidéo dédiée qui est épinglée sur notre chaîne YouTube, qui vous permet d'avoir un maximum d'informations sur qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de notre cercle d'investissement. Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez toutes les informations, que ce soit dans les liens en description de la vidéo, dans cette vidéo épinglée. Et si vous n'avez pas eu toutes les réponses que vous souhaitiez, vous pouvez nous contacter par Telegram, vous trouverez le lien dans notre bio. Voilà, je vous remercie, passez une bonne semaine.